19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 29 mai 2022. Plusieurs membres du gouvernement ont été interpellés hier, samedi 28 mai 2022, par les députés nationaux sur des questions d'actualité. Les débats ont porté sur la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri et dans certaines localités, l'affaire de la mort de 3 jeunes à Terra et la gestion du Covid-19. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. La guerre. Ils étaient 3 membres du gouvernement qui ont répondu aux questions des députés nationaux ce samedi 28 mai 2022 sur les questions d'actualité au Niger portant notamment sur la santé et la sécurité. D'abord, le ministre de la Défense nationale a éclairé la représentation nationale sur le plan de sortie de la crise sécuritaire au Niger. Une guerre, comme on dit, nous la menons pour finir par avoir la paix. Et qu'est-ce que nous faisons pour créer les conditions? D'abord, nous avons une montée en puissance de notre armée. Je vous rappelle, quand cette guerre a commencé, l'armée nigérienne particulièrement ne comptait que 9 000 hommes. Aujourd'hui, nous sommes à 30 000. Pourquoi nous sommes à 30 000? C'est pour défendre notre pays que nous sommes à 30 000. En termes d'armement, je vous évite de parler du nombre d'aéronefs que nous avons quand cette guerre a commencé et ce que nous avons aujourd'hui. Je vous évite de parler du nombre de bataillons spéciaux que nous avons, qui était 0 quand cette guerre a commencé. Et aujourd'hui, nous sommes à 12 bataillons spéciaux pour pouvoir faire face à cette guerre-là. Donc, nous créons les conditions pour que le rapport de force au Niger soit de telle sorte que plus personne ne puisse avoir envie de nous attaquer. Puis, le ministre de la Santé publique, qui a été interrogé sur la gestion de la pandémie du Covid-19 au Niger, et il répond en ces termes. Il y a eu la mobilisation des partenaires qui a accompagné le Niger. Ses principaux partenaires, c'est la Banque mondiale. C'est les partenaires traditionnels, mais également, il y a le budget national. On avait prévu la catastrophe. La catastrophe n'était pas arrivée au Niger, elle était arrivée ailleurs. Et je pense que par rapport à la question du PCR, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir, le PCR est toujours d'actualité, mais à condition ça lever que la personne soit totalement vaccinée. Parce que malgré la réussite de la gestion de cette Covid, on continue à enregistrer des cas sporadiques. Enfin, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a apporté des précisions sur l'affaire des événements de Terra où 3 jeunes ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une manifestation au passage d'un convoi de militaires français. L'affaire de Terra relève du tribunal militaire. Le code pénal de la justice militaire, en son article 40 et 41, détermine les infractions qui relèvent du tribunal militaire. Et ces infractions sont toutes les infractions commises en période d'exception. Et le code de justice militaire a également déterminé c'est quoi la période d'exception. La période d'exception, c'est l'état d'urgence et l'état de siège. Et ces actes ont été commis dans une zone d'état d'urgence. Au niveau du droit commun, le code pénal ne peut s'appliquer dans ce cas que si le code de justice militaire renvoie au code pénal. Relativement à l'affaire Terra, les députés interpellateurs du ministre de la Justice est décidément déterminé à voir clair sur cette affaire. Le ministre de la Justice nous a appris que l'affaire de l'assassinat des jeunes de Terra relève du tribunal militaire. Eh bien, nous allons prendre les dispositions pour que le ministre de la Défense nous donne les explications nécessaires par rapport à ça. La situation sécuritaire, particulièrement dans la région de Tillabéri, la gestion du Covid-19 et l'affaire des émeutes de Terra de novembre 2021 sont entre autres sujets au cœur de l'actualité au Niger. Des sujets brûlants auxquels les Nigériens attendent toujours d'être édifiés davantage. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RETIN, a organisé à l'hôtel Terminus de Niamey une assemblée générale. L'objectif de ces assises est de procéder au renouvellement de cette instance. Et c'est Ali Idrissa, directeur du groupe de presse Labari, qui a été élu pour un mandat de 3 ans. Nafissatou Yahya.
C'est sur une note de satisfaction générale et par le renouvellement du bureau du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger (RETIN) qu'ont pris fin les travaux entrant dans le cadre de cette assemblée générale ordinaire. Prenant la parole à cette occasion, M. Boubacar Diallo, ancien président de la Maison de la Presse et facilitateur de cette activité, a d'abord félicité les échanges qui ont caractérisé ces assises avant de dresser la liste des nouveaux membres qui composent ce bureau. Un bureau était mis en place par consensus parce que l'Assemblée générale a d'abord adopté le rapport financier et moral à l'unanimité, donc par acclamation de l'ancien bureau, du bureau sortant, et un nouveau bureau a été mis en place. Il faut dire que l'essentiel des membres ont été reconduits pour la qualité du travail qu'ils ont pu faire au premier mandat. Et à l'issue donc de l'accord consensuel, de la reconduction consensuelle, le nouveau président de l'organisation du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger pour un mandat de 3 ans, à partir de ce jour, est M. Ali Idrissa, PDG du groupe Labari. Ensuite vient le secrétaire général à la personne de Ismaël Alassane Ablaï, DG du groupe de presse Canal 3 Niger. Au poste de trésorier général, nous avons le DG du groupe Bonferré, Moustapha Abdrahman Zongoma. Secrétaire aux affaires extérieures, Madame Ramatou Tchambiano, directrice générale du groupe de presse Niger 24. Et le directeur de la radio Lumière, M. Rabo Godi, occupe désormais le poste de secrétaire aux affaires extérieures adjoint. Un bureau de 5 membres avec à leur tête Ali Idrissa, directeur général du groupe de presse Labari, occasion pour lui de réaffirmer leur engagement à œuvrer pour le rayonnement du réseau, mais aussi leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans les actions de développement. Je remercie l'ensemble des promoteurs des radios et de télévision du Niger qui m'ont confié cette responsabilité. Et je dis que nous allions essayer la mission ensemble. Ici, ça a été un cadre d'échange et de discussion. On a pris des mesures que vous allez constater les jours à venir. Nous sommes allés dans la solidarité du groupe, même à penser harmoniser certaines valeurs. Je crois que par rapport à la convention collective, nous allons avoir des démarches communes. Et par rapport aux autres partenaires, nous allons aussi avoir des démarches communes. Et nos médias s'impliqueront ensemble, même dans le cadre d'une certaine harmonisation des tarifs au niveau de nos différents services. Cette Assemblée générale a été vraiment une opportunité pour nos médias de diagnostiquer et de projeter des solutions. Notre bureau s'évertuera à être ce moteur avec le partenariat avec le démembrement de l'État, des institutions chargées de réguler les médias, notamment le Conseil supérieur de la communication, le ministère et les autorités en charge de ces questions. Nous restons ouverts, disponibles et disposés à accompagner aussi le gouvernement dans l'exécution de son programme. Pour rappel, le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger RETIN a été créé en 2018. De sa création à nos jours, le RETIN a organisé plusieurs activités, notamment des débats publics sur des thématiques diverses, la bonne gouvernance, la sécurité, l'éducation et la corruption, entre autres. L'échiquier syndical national s'agrandit davantage avec l'avènement ce jour 29 mai du syndicat national des transporteurs dynamiques des marchandises du Niger. Le dit syndicat a tenu sa première assemblée générale élective ce matin au Sénat d'un bureau fort d'une vingtaine de membres avec à sa tête Bouhadjad Choueb Ali a vu le jour à cette occasion pour un mandat de 4 ans. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou.
C'est en présence des huissiers de justice pour conformité à la loi que les principaux acteurs du monde de transport marchandises de tous les horizons du pays se retrouvent par la présente rencontre pour la mise en place du bureau national de ce tout nouveau syndicat. L'avènement de ce dernier sur l'échiquier syndical du Niger a été vivement salué par les partenaires du syndicat national des transports dynamiques des marchandises du Niger présents à ce rendez-vous. C'est le lieu d'inviter tous les membres de votre structure à plus de disponibilité afin que chacun apporte sa contribution dans la défense de vos intérêts matériels et moraux et dans le rayonnement de votre secteur d'activité et au-delà, le développement de l'économie nationale. Le souhait des autorités de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger est que cette Assemblée générale se déroule dans la cohésion et la compréhension mutuelle. Aussi, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger reste disposée à travailler à vos côtés dans la recherche des solutions aux problèmes que vous rencontrez dans le cadre de votre activité. Le secteur du transport de marchandises joue un rôle capital dans le désenclavement de notre pays, très vaste et sans littoral, particulièrement le transport des marchandises. Cette réalité a amené le gouvernement à placer le transport parmi les secteurs prioritaires dans son programme de développement économique et social, PDES. En effet, la promotion des exportations, l'approvisionnement en biens de consommation courante et d'équipement, la mise en valeur de potentialités minières et agricoles et le mouvement des populations, pour ne citer que cela, sont tributaires des transports. L'ensemble des délégués présents à cette Assemblée générale ont par consensus porté leur choix sur 25 de leurs comme membres du tout nouveau bureau, avec à sa tête le sieur Bouhadjar Souaib Ali. Ce dernier, investi de la confiance de ses pairs, les a invités à plus de cohésion pour le rayonnement du SNTDMN. C'est un syndicat dynamique. Donc ce nom, vraiment, nous voulons que ce nom vraiment soit dynamique comme le nom l'indique. Et si encore vous regardez un peu autour de nous, il y a plein de syndicats qui se sont créés pour vendre des tickets et des trucs comme ça. Donc, en tant que transporteur et membre présent aujourd'hui, je vous demande de lutter pour que ce transport puisse avancer. Parce que sans les transporteurs, sans les syndicats, vraiment, on risque de vendre nos camions et rester à la maison. Avec l'engagement et la détermination du président, appuyé par la vingtaine de membres du bureau national de ce nouveau syndicat, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que leur mandat s'annonce sous de bons auspices et augure d'un bel avenir pour le secteur de transport de marchandises au Niger. Voilà, sur ce plateau, nous accueillons comme invité du journal Dr Aboubakar Hassan. Il est le secrétaire général de l'ONG 3C qui est choisir. 3C, Conseil citoyen pour les consommateurs. Dr Aboubakar, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ces plateaux. Merci bien. Voilà, avec vous, il sera question de cette recrudescence de violence en milieu scolaire. Avant d'entamer le débat avec vous, on va suivre la réaction du secrétaire général de SINASEB Maradi après une agression d'enseignants dans la cour de l'école. C'est dans la région de Maradi. La directrice de l'école était tout près d'une des portes principales. Elle était tout près de la porte au moment où elle faisait sortir d'autres élèves de la cour de l'école. Il y a eu un groupe d'élèves, donc notamment composé de la fille qui fait objet de cette situation de descente de la population au sein de ce bloc. Faisait partie de ce groupe de filles qui cherchaient à faire leur irruption dans la cour de l'école au moment où la directrice refoulait les autres à aller ou renvoyait les autres à aller chez eux. Elle avait levé la voix, comme elle les a aperçus entrer dans l'école, elle a levé la voix en disant que vous ne le voyez pas, nous faisons sortir d'autres et vous revenez pensant même que ce sont leurs propres élèves. Du coup, donc, les autres membres de l'équipe, elles ont pris suite avec les autres élèves, elle l'a concernée, s'est tenue, puis a dit qu'elle ne va pas reculer et elle reçoit l'ordre de qui que ce soit. C'est à ça que la détresse a eu le courage de lui poser la question, toi en tant que fils de qui, tu vas oser me répliquer de la sorte. Elle avait la voix contre elle, donc la fille s'est livrée à injurer cette pauvre directrice, chose que la directrice n'avait pas gouverné facilement, donc elle avait insulté le quelqu'un
quelques élèves récalcitrants qui étaient dans la cour, a saisi la fille et lui l'a ramenée. Chose faite par les élèves, mais la directrice avait saisi son courage à deux mains et a saisi la main de la fille et l'introduit dans la salle de réunion, dans l'espoir de demander dans le bloc à quelle école appartenait cet élève parce qu'elle estime que c'est l'élève de son propre cours n'aurait pas dû manquer de la sorte. Donc elle avait demandé auprès des enseignants et des enseignants qui étaient à la réunion et des directeurs qui sont à la réunion. Chacun a avoué que non, cet élève-là ne nous appartenait pas. Donc on avait demandé qu'il y ait du bloc d'école. Elle avait affirmé d'elle-même qu'elle ne fait pas partie du bloc d'école. Donc du coup, la directrice n'a pas su contrôler sa colère. Elle avait pris une chocotte pour lui donner une correction du genre à l'accoutumée en disant que toi tu n'es même pas une élève. Quel est le mobile qui t'a amené à nous manquer au point de mesurer à ce point-là? J'ose espérer que toi, même si ta maman aurait mon âge, je pense bien qu'elle n'aurait pas mon âge. Je peux être ta grand-mère. Elle a eu le courage de lui donner quelques coups de filet. Et la fille a commencé à crier, elle est rentrée chez elle. Du coup, elle était partie mobiliser d'un petit l'armada, sa famille composée de sa maman, affinité familiale, tout le quartier, y compris peut-être ceux qui ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est tout le monde qui avait fait une fois à l'école. Et aussitôt leur illustré dans l'école, ils se sont livrés à donner des coups de poing aux enseignants et aux enseignants qu'ils ont trouvés sur le lieu. La suite de cette affaire, donc, en somme, ce qu'il fallait retenir ou ce qu'il faut retenir dans cette histoire, que les interpellations sont en cours et d'ores et déjà, les têtes de liste ou les instigateurs, comme nous avons coutume de le dire, les principales actrices du monde, parce que ce sont des dames, ont été interpellées hier nuit devant nous jusqu'à 22h passées au commissariat communal Maradi 1 de la police. Voilà, c'était là le témoignage de Abdelrazak Abdelkader, il est le secrétaire général Sinaseb Maradi. Il témoigne l'agression de la directrice de l'école Zaria 1, c'est à Maradi. C'est la énième agression, en tout cas enregistrée ces temps-ci, avec mort d'homme. Voilà, docteur Aboubakar, vous venez de suivre le témoignage de Abdelrazak par rapport à la énième agression, je le disais tantôt, en milieu scolaire. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique cette recrudescence de violence en milieu scolaire? Merci bien, Nasser, de nous avoir en tout cas invités sur ce plateau. C'est vraiment un plaisir, en tout cas partagé, de donner notre point de vue par rapport à cette situation aujourd'hui qui mine et qui gangrène surtout en fait la population, pas seulement du Niger, mais du monde entier. En fait, les jeunes aujourd'hui, si vous avez remarqué, dans quel que soit le pays, sont éduqués à l'image du pays. Et notre jeunesse au Niger, si vous avez remarqué un temps soit peu, est en train d'être très mal éduquée. Ça fait des décennies de cela. Et c'est pour cela que je disais un temps soit peu, on parle de cette bombe à retardement, où on se dit qu'à un moment donné de l'histoire, cette jeunesse-là va vraiment s'enflammer. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à petit feu. Sinon, on prend encore 10 années de plus, vous allez trouver que, en tout cas, les jeunes de ce pays seront beaucoup plus influencés, beaucoup plus agressifs. Pourquoi? À cause de la mauvaise éducation dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par mauvaise éducation? Alors, mauvaise éducation veut dire tout simplement l'éducation que nous recevons d'abord de chez nous est une éducation négative. Si vous avez remarqué aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, c'est des parents qui se plaignent le plus souvent quand on prend des mesures, des sanctions par rapport par exemple à un délit ou encore à une faute commise par un élève, d'accord, ou un étudiant dans une école. L'étudiant, quand il sent que ses parents le protègent, quand il se sent protecteur par ses parents, moi je me dis qu'il se sent en tout cas capable de tout commettre. Parce que quelque part, ce sont les parents qui influencent même les élèves à aller là où ils sont en train d'aller aujourd'hui. Et imaginez bien, aujourd'hui, par la corruption, où par exemple l'élève sait qu'il peut tout avoir gratuitement, qu'il travaille ou pas à l'école, il sait que peu importe, ni le maître, ni le directeur, ni l'enseignant, personne ne peut en tout cas l'empêcher d'aller là où il faut pour avoir ses diplômes à l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que l'enfant est en train de comprendre que l'enseignant peut être sous-estimé. Le directeur d'école peut être sous-estimé. Le corps enseignant, en fait, l'administration de façon globale dans le secteur éducatif peut être sous-estimée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se dit dans sa tête qu'il peut avoir le diplôme qu'il cherche à l'école, même sans pour autant passer par le droit chemin. D'accord?
Ça, c'est un aspect. Par exemple, la corruption, ou du moins on parle de la corruption qui fait rage dans notre pays, où on pense avoir tout facilement. Alors, quand je parle de la mauvaise éducation, je parle d'un certain nombre d'aspects, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui contribuent à la mauvaise éducation. Et la mauvaise éducation, c'est quoi? C'est tout simplement développer des traits de comportement qui sont négatifs dans le fonctionnement d'une société. Et si vous avez remarqué, tout ce que la population, les gens de ce pays ont développé, ont cultivé, par rapport à leur comportement est négatif. Nous, à un certain moment, à l'université, on a fait de ça l'objet d'un débat, où on s'était posé la question de savoir, mais où est-ce que le Nigérien est bon par rapport à son comportement? Où est-ce qu'il est bon par rapport au développement de l'économie du pays? On a cherché, on n'a pas trouvé. C'est après des jours, un enseignant-chercheur nous a dit, mais le Nigérien, il peut être bon quand on lui annonce un décès, parce qu'il compatit. Et c'est seulement cet aspect où, par exemple, le Nigérien peut être bon. Et parlant de cet aspect, moi je me dis qu'on ne contribue pas au développement de l'économie du pays. Si vous faites le tour, par exemple, dans la sous-région, dans n'importe quel pays quand vous partez, ils ont développé, ils ont cultivé des valeurs positives contrairement à nous. Un enfant du bas âge, nous on a raté l'éducation de base. Un enfant du bas âge, on lui apprend à générer une activité génératrice de revenus. D'accord ? Et l'enfant grandit dans ce sens. En allant à l'école, il va aussi travailler. Mais chez nous, on a appris quoi? On a appris que la paresse. Imaginez si à l'école, en plein milieu scolaire, les élèves se permettent de fumer de la drogue. Vous comprenez jusqu'à quel point on est arrivé à un stade vraiment grave, à un stade crucial dans le secteur éducatif? Des élèves qui se permettent de fumer de la drogue et à l'école. Maintenant, quand on se permet de convoquer les parents, qu'est-ce que les parents font? Ils soudoient soit l'enseignant, soit le corps administratif pour pouvoir laisser l'enfant continuer dans ce sens. Alors qu'il intoxique toute l'école. Parce que c'est un exemple, un mauvais exemple que ces autres camarades vont aussi suivre. Les autres vont emboîter le pas nécessairement. Ça fait partie de la mauvaise éducation. Alors, imaginez aujourd'hui, le Nigérien d'abord, de façon globale, de façon générale, il ne sait pas c'est quoi l'hygiène, d'accord, corporelle, l'hygiène environnementale. Faites un tour dans les autres pays voisins, vous allez comprendre que le Nigérien est très mal vu par rapport à cet aspect. La paresse, on a cultivé la paresse, d'accord? Ça, c'est nous les Nigériens, on n'aime pas travailler. Et pour construire un pays, pour contribuer au développement de l'économie d'un pays, il faut travailler nécessairement. Nous, on n'aime pas travailler, on veut tout avoir facilement. Et ça vient de qui? Ça vient des parents. Parce que ce sont les parents qui doivent nous éduquer dans un sens où on doit apprendre à travailler. On doit comprendre qu'on doit contribuer au développement de l'économie de notre pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Sous la supervision des parents, vous allez trouver que l'enfant s'adonne au vagabondage de toute nature, de tout genre. Et le parent ne dit aucun mot parce qu'il pense que c'est la bonne éducation comme ça. Mais pour vous dire que dans peu de temps, il y aura un moment où même les femmes, les hommes, personne n'osera sortir dans les rues pour aller vaquer à ses occupations. Pourquoi? Parce que la bombe à retardement là va exploser et à un moment donné, tout le monde sera concerné. Parce que chacun se sentira agressé par rapport à la vie sociale qu'il mène aujourd'hui. Et c'est malheureux. Il faut bien qu'on revoie l'éducation de base. Il faut qu'on revienne à l'éducation de base. Et ça, ce sont les autorités qui puissent nous fixer une ligne directrice en tant que population pour pouvoir emboîter le pas, parce que la population ne peut pas comprendre qu'il faut suivre un chemin pour pouvoir contribuer au développement de l'économie du pays si, en tout cas, l'État, les autorités au plus haut niveau ne disent pas voilà comment on doit faire pour arriver là où on veut. Malheureusement. Parce qu'il faut qu'on se pose la question de savoir quel type de modèle de Nigérien on souhaiterait avoir dans 10 ans. Quel type de modèle de Nigérien on souhaiterait avoir dans 50 ans. Et malheureusement, on ne se pose même pas ces questions. On est en train de végéter dans le noir absolu, dans l'obscurité, sans nous poser des questions parce qu'on a été orienté dans ce sens-là. On a été orienté dans le sens où on ne doit pas produire, où on ne doit pas créer, on ne doit pas innover. Nous sommes inertes au Niger. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Alors, docteur, vous êtes le secrétaire général d'une ONG qui œuvre pour le changement de comportement. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Dans ce sens, nous, on arrive de temps à autre à sensibiliser. D'abord, je vous dis que moi-même, je suis enseignant de formation. Et à chaque fois, en tout cas, dans mes interventions, par rapport à mes cours, j'essaie de sensibiliser les jeunes par rapport à leur conduite à tenir, par rapport à leur comportement du jour au lendemain pour pouvoir contribuer au développement de l'économie du pays.
Aujourd'hui, si vous avez remarqué, c'est au Niger, on encaisse, on endosse le plus grand taux de divorce. Pourquoi? Parce que tout simplement, et le mari et la femme, tous les deux sont mal éduqués. Tous les deux sont mal éduqués. Donc, la mauvaise éducation est vraiment là. L'éducation de base, on l'a ratée, malheureusement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous ratez l'éducation de base, faites attention. Pour revenir encore en arrière, il faut vraiment du progrès, il faut encore un combat intense. Et seules les autorités aujourd'hui peuvent nous orienter dans ce sens-là, où chaque Nigérien prendra conscience que chez lui, il doit d'abord éduquer très bien ses enfants. Chez lui, il doit d'abord tenir compte de ce qu'il faut apprendre à ses enfants pour pouvoir contribuer au développement de l'économie du pays. Et ça commence dans les foyers. Ce n'est pas seulement dehors dans les milieux, non, ça a commencé dans les maisons. C'est là qu'on a commencé à comprendre que la mauvaise éducation, en tout cas, est en train de surgir. Maintenant, elle a surgi et elle a envahi tout le milieu. Malheureusement, toutes les sociétés maintenant sont contaminées à un point où on se demande où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va avec ce rythme-là? Parce que le président de la République est en train, en tout cas, de faire pieds et mains pour pouvoir assainir le secteur éducatif. Mais moi, je me dis qu'avec ce comportement, tout ce qu'il puisse entreprendre comme engagement, comme effort serait vain. Parce que tout simplement, on ne peut pas éduquer sans discipline. On ne peut pas éduquer avec une mauvaise éducation. Ça ne se fait pas. Il faut bien qu'il y ait cette bonne éducation pour pouvoir orienter les jeunes vers ce qu'il faut par rapport au développement de l'économie du pays. Mais tant que la mauvaise éducation est là, tous les efforts, en tout cas de tous les responsables dans le secteur éducatif, seront vains. Parce que tout simplement, on pense faire, mais quelque part, il y a un obstacle qui est là, qui nous empêche d'aller là où il faut aller. Comment on peut éduquer un étudiant ou un élève qui est mal éduqué? Comment on peut apprendre à un étudiant qui ne sait pas qu'il est mal éduqué, alors qu'il est mal éduqué? Et malheureusement, un peu partout, pas seulement dans les milieux ruraux, hein, même dans les milieux urbains, cette mauvaise éducation se sent. Et malheureusement, je dis bien, personne n'est en train de faire un effort pour pouvoir vraiment améliorer, en tout cas, ce comportement-là pour pouvoir développer l'économie de notre pays. Quand vous parlez d'orientation de l'État, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Qu'est-ce que vous attendez de l'État dans ce sens? Mais l'État aujourd'hui est l'acteur principal dans la formation, dans l'éducation des populations d'un pays. Parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que ça a commencé aussi dans les foyers, comme je l'ai dit. Mais c'est parti jusqu'à nos responsables au plus haut niveau, quand je parle de la mauvaise éducation. Je vous raconte une anecdote. Moi, j'étais au Maroc à un moment donné, et c'est là-bas, on m'a dit, dans mon pays, ce sont des amis, des camarades avec lesquels on discutait, on m'a dit, dans mon pays, mon président a volé des enfants. Alors, imaginez, qu'est-ce que moi je peux ressentir en tant que Nigérien, où on te dit que ton président ou encore un responsable de ton pays a volé un enfant. Ça veut dire quoi? C'est une insulte vis-à-vis de ma personne, vis-à-vis de mon pays. Et ce n'est pas normal. Tout ce qu'on est en train de voir là, parce que les jeunes que vous voyez là, ils sont éduqués à l'image de ceux-là qui dirigent le pays aussi. Il faut qu'on comprenne cela. Dans un foyer, les enfants sont éduqués à l'image du père, à l'image de la mère. Et c'est la même chose dans un pays. Les citoyens du pays sont éduqués à l'image du père. Je peux vous citer plusieurs exemples dans divers pays définis. Où par exemple le dirigeant a reçu une bonne éducation et il l'impose. Je dis bien, il l'impose aux autres membres, je dis bien aux autres citoyens du pays pour qu'ils emboîtent le pas afin de construire le pays. Voilà de quoi il s'agit. Mais on peut... Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment faire un rattrapage, si c'est possible? Un rattrapage, là je dis bien, nous on est parti jusqu'à proposer une stratégie de changement de comportement à l'État. Mais ça fait 2 ans de cela. À l'État, à quel niveau? Au niveau scolaire? Au niveau du ministère des enseignements secondaires. Oui, secondaire. À l'époque, on a présenté une stratégie par rapport au changement de comportement. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas commencer par la base, l'école primaire par exemple? Bien sûr. Là où le châtiment corporel est aujourd'hui interdit. Bien sûr. Pas seulement au primaire, je dis bien dans les foyers, ça commence. C'est dans les maisons, ça commence l'éducation de base. Et après l'éducation dans les foyers, maintenant ça se répercute à tous les niveaux, au niveau primaire, secondaire, etc. etc. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un produit fini qui est capable de produire, qui est capable de contribuer au développement de l'économie du pays. Mais on ne peut pas grandir tant qu'on est mal éduqué.
On ne peut pas avoir des idées de développement tant qu'on a la mauvaise éducation. Est-ce que le document que vous avez déposé au niveau du ministère, est-ce que vous avez eu un retour? On n'a eu aucun retour malheureusement dans ce pays. Quand tu veux faire du bien, c'est là on pense que tu es en train de vouloir faire du mal. Et on était parti même chercher à rencontrer à l'époque le responsable au plus haut niveau de ce ministère-là. Il nous a reçus, il nous a promis de faire ce qu'il peut. Ce sont les discours politiques, on connaît ce que ça veut dire. Et malheureusement, je dis bien, même les politiciens aujourd'hui, c'est eux qui contribuent même à ce que les jeunes d'aujourd'hui soient en fait capables de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est eux qui donnent la mauvaise image le plus souvent, en dehors de l'éducation de base. Mais ils sont aussi là pour éduquer aussi les jeunes. Parce qu'ils se permettent de se comporter mal, de faire tout ce qui leur passe par la tête sans se poser des questions. Aujourd'hui, dans ce pays, on a tout vu. D'accord? On a vu des responsables dans ce pays qui ont, comment on appelle ça, fait des malversations financières qui n'étaient pas punis. On a vu des responsables administratifs, des responsables politiques de ce pays qui ont commis beaucoup d'erreurs et qui restent impunis aujourd'hui. Mais le jeune là, vous pensez qu'il n'est pas en train de regarder? Vous pensez qu'il n'a pas une idée de ce qui se passe? Mais bien sûr, c'est une éducation. Une éducation, c'est la famille, c'est le milieu, c'est le pays. Et tant que la famille n'est pas bien éduquée, le milieu n'est pas bien éduqué, le pays ne sera jamais bien éduqué. Il faut qu'on se dise qu'on doit penser à ces trois aspects-là pour pouvoir penser à une bonne éducation pour construire l'économie de notre pays. La famille d'abord, le milieu, ensuite le pays de façon globale. Voilà comment on doit raisonner. Mais malheureusement, même ceux qui sont au plus haut niveau, ils sont mal éduqués. On est tous comme ça, malheureusement. Et on ne se pose même pas la question de savoir où est-ce qu'on va. Voyez-vous comment on fait de la politique dans notre pays? Les gens pensent que quand on fait de la politique, c'est une question d'intérêt individuel. Non. Quand on fait de la politique, il faut qu'on se dise que c'est pour l'intérêt collectif. C'est pour le bien-être du pays. Mais beaucoup, quand ils viennent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent d'abord à eux, ils se remplissent les poches et après, le reste là, basta. Vous pensez qu'on peut développer l'économie d'un pays de cette façon? Et vous pensez que les jeunes là, les petits là qui sont en bas, quand ils entendent ce qu'eux là font, vous pensez qu'ils ne feront pas pire qu'eux? Ils vont faire pire qu'eux parce que c'est une éducation qu'on reçoit de ces gens-là. Et c'est malheureux. Il faut bien qu'on change de comportement et pour que ça soit ainsi, il faut qu'on ait un dirigeant capable, je dis bien capable, de nous imposer une conduite à tenir dans notre pays. Faites un tour, j'étais revenu d'Abidjan avant-hier. Et je vous assure, quand vous allez voir comment les Ivoiriens se comportent dans leur propre pays, vous allez comprendre qu'ils sont au moins, moyennement, même s'il faut le dire comme ça, éduqués. Moyennement bien éduqués. Parce qu'eux, ils pensent à l'hygiène. Vous n'allez pas voir des déchets dans leur rue. Hein? Ils ne sont pas paresseux. C'est des femmes qui sont debout chaque jour du matin au soir, en train de travailler, en train d'exercer dans le commerce, dans des activités génératrices de revenus, pour développer l'économie de leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont éduqués dans ce sens. Un enfant, une petite fille, un petit enfant, on leur apprend à générer des activités génératrices de revenus. Mais nous, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'enfant grandir parce qu'on pense qu'il faut qu'il aille à l'école pour avoir un diplôme pour pouvoir contribuer au développement de l'économie de son pays. Non. Non, on se trompe. On se trompe. Il faut qu'il apprenne dans les métiers. Il faut qu'il apprenne dans le travail proprement dit. Sans ça, il aura des idées qu'il va s'infliger, qu'il va en tout cas s'incarner dans l'esprit et malheureusement, ces idées le plus souvent sont négatives. Si vous avez remarqué, les jeunes passent la plupart de leur temps en train de poser du thé devant les portails, sous la supervision des parents. Pourquoi? Quand vous partez même dans la sous-région, vous voyez un jeune devant la porte en train de prendre du thé, ne vous posez pas de questions, c'est un Nigérien. C'est un Nigérien, c'est nous comme ça, on est paresseux, de nature, on n'aime pas travailler. Et quand on n'aime pas travailler, on ne peut pas être bien éduqué. Parce que la bonne éducation commence par le travail. C'est à l'État de fixer une conduite à suivre, une conduite à tenir, créer des emplois pour les jeunes. D'accord? Donc, docteur Boubacar, pour finir, pour résumer, il faut revoir l'éducation de la famille, l'école primaire, le secondaire, tout et tout, il faut tout revoir. Vous avez parlé aussi du plus haut niveau. Et il faut que, je dis bien, au plus haut niveau, qu'on ait des dirigeants responsables, qu'on ait des dirigeants capables d'imposer une conduite à tenir auprès des jeunes, auprès des responsables des familles, pour pouvoir changer ce comportement-là ou ces comportements-là, pour pouvoir aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut revoir la situation, vous comprendrez vous-même qu'on est en train de foncer droit au mur. Pourquoi droit au mur? Parce que nous avons des jeunes
qui n'ont pas, en fait, qui n'ont pas reçu une éducation leur permettant de contribuer, je dis bien, au développement de l'économie du pays, malheureusement. Alors, quand on fait face à cette jeunesse, malheureusement, on doit réfléchir et faire des analyses. Se dire qu'on doit avoir un modèle de jeune à partir de tel moment qui puisse être capable de faire ceci ou cela. Ce sont des projections d'avenir qu'on doit faire. Et je dis bien, Nasser, l'économie d'un pays ne se construit qu'à 80% par sa jeunesse. D'accord? Et la jeunesse du Niger est à latence, c'est-à-dire au repos absolu. Il faut que l'État crée, je dis bien crée, du travail pour réveiller les jeunes qui s'adonnent au vagabondage, qui s'adonnent à la drogue, qui s'adonnent au mauvais comportement. C'est parce qu'ils n'ont pas de travail dans la plupart des cas. Et quand on n'a pas de travail, on est obligé d'aller là où il ne faut pas. C'est malheureux. Merci, docteur. Merci bien. Merci, docteur Aboubakar Hassan. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ONG 3C qui est choisi conseiller citoyen pour les consommateurs. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari.